Bonjour, on n'y croyait plus, un cessez-le-feu à Gaza sur lequel sont tombés d'accord Israël et le Hamas. Le mouvement islamiste palestinien doit encore libérer tous les otages encore en sa possession, les vivants comme les morts. On les attend de pied ferme côté israélien où l'on a célébré l'annonce de cette trêve, tout comme à Gaza, meurtri par 2 années de guerre et des dizaines de milliers de victimes. Faut-il croire en la paix? Vous nous le direz, Ilan Shalom, géopolitologue, expert du Moyen-Orient. Mais revenons à l'annonce de cet accord en images avec Alice Broga. C'est en pleine réunion sur la sécurité intérieure que Donald Trump apprend la nouvelle. Son chef de la diplomatie, Marco Rubio, entre soudain dans la pièce et lui tend un papier. Je viens de recevoir une note du secrétaire d'État disant que nous sommes très proches d'un accord au Moyen-Orient et qu'ils vont avoir besoin de moi assez rapidement. La note lui demande en réalité son autorisation pour annoncer un accord sur Gaza. La nouvelle, vue par un photographe de l'AFP, est aussitôt diffusée avant que Trump ne l'annonce sur son réseau social. Je suis très fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase de notre plan de paix. Cela veut dire que tous les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle. Toutes les parties seront traitées convenablement. Le Premier ministre israélien salue la nouvelle. Je remercie les soldats héroïques de l'armée israélienne et toutes les forces de sécurité dont le courage et le sacrifice nous ont permis d'en arriver là aujourd'hui. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis affirme que les otages devraient être libérés entre samedi et lundi. Alors évidemment, en Israël, l'annonce de la libération prochaine des otages a été accueillie avec beaucoup de soulagement, Stéphane Amar. Alors que le cessez-le-feu entre en vigueur à Gaza, tout le pays reste suspendu à la libération des otages qui devrait intervenir dans les prochains jours. 48 otages sont encore détenus dans la bande de Gaza, 20 seraient en vie selon Benyamin Netanyahou et 28 corps devraient être rapatriés et inhumés en Israël. Parmi eux, des Israéliens tués lors du 7 octobre et dont le corps avait été ramené à Gaza et d'autres qui ont été assassinés durant leur captivité. En tout état de cause, cet accord signé avec le Hamas suscite l'assentiment général ici en Israël, hormis des ministres d'extrême droite. Tout le gouvernement a voté pour cet accord et dans l'opinion, on estime également que c'est un bon accord. Pourquoi? Eh bien parce qu'il répond aux 2 objectifs que Benyamin Netanyahou avait fixés au lendemain des massacres du 7 octobre. D'abord, le retour des otages et ensuite l'éradication de la branche armée du Hamas. Cette clause est contenue dans les accords, mais elle doit faire l'objet de négociations, des négociations qui seront sans doute très difficiles. Ilan Shalom, ça va être un moment de délivrance, bien sûr, pour les familles des 20 otages encore en vie. Pour les autres, au contraire, un déchirement. Oui, ça va être un moment délicat. Ça fait 2 ans que les familles attendent le retour des otages. On apprend qu'il y aura donc 28 otages qui vont être rendus et qui sont morts en captivité. Et rendus peut-être dans un second temps. Alors oui, dans un second temps, et ça montre en fait ce processus par phase et l'importance en réalité de la confiance. C'est un cadre de confiance. J'ai entendu le mot trêve, j'ai entendu le mot d'accord. On n'est pas dans un accord de paix, on est dans un accord de confiance, de sortie de guerre. Et c'est toute la différence. Il y a tout un travail qui va être fait au niveau politique et qui viendra dans un second temps. Confiance à laquelle s'associent d'ailleurs un certain nombre d'États de la région, la Turquie, l'Égypte, qui proposent de fournir leurs moyens pour aider à localiser les corps de ces otages israéliens. Ça aussi, c'est important. C'est extrêmement important parce que là, on passe d'une approche qui est locale, avec sous l'égide des États-Unis, à une approche qui est régionale, où chacun prend sa part dans un accord. On a vu que les différents acteurs dont vous avez parlé ont joué leur partition pour en arriver là. Le Qatar dans la négociation avec les otages, l'Égypte qui est un acteur reconnu et traditionnel dans la région, dans les relations entre Israéliens et Hamas, quotidien direct et indirect. Donc il y a tout un travail qui a été fait, mais la grande nouveauté, c'est probablement l'approche régionale. Tout le monde, on l'a entendu, n'est pas favorable à cet accord, y compris au sein du gouvernement israélien, Itamar Ben-Gvir notamment. Il représente une part significative de la population israélienne? Alors, il y a plusieurs choses par rapport à Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir, en 2022, est élu avec 516 000 voix. Aujourd'hui, c'est 6 sièges à la Knesset. Dans les
sondages, s'il y avait des élections demain, il serait un dixième des sièges à la Knesset. Voilà, il serait crédité aussi d'à peu près le même nombre. On l'attendait à 12 ou 13 sièges il y a encore un an. Donc il y a la même proportion. Ça veut dire quoi? Un électeur sur 10 pense comme lui? C'est à peu près ça, mais je pense qu'en termes d'influence, ça va beaucoup plus loin. Itamar Ben-Gvir n'est pas opposé uniquement pour des raisons sécuritaires à cet accord. Il considère que les objectifs de guerre, l'éradication du Hamas n'a pas été atteint. Mais en plus de ça, il représente aussi un courant qui est messianique pour qui il n'y a pas de négociation sur la terre d'Israël. Donc cette dimension-là, il arrive à la capter pour ceux qui sont frustrés, pour ceux qui pensent aussi qu'on n'a pas terminé la guerre en Israël. Donc le coût est trop élevé aujourd'hui pour cette population-là qui se retrouve derrière Itamar Ben-Gvir. Donc il aura un impact considérable dans les semaines, les mois et probablement les années à venir. Alors que contient cette première phase de l'accord, Maya Anaïs Yatagen? Alors premièrement, un volet militaire avec un cessez-le-feu et un retrait de l'armée israélienne qui jusque-là occupait 80% de l'enclave à Gaza. Derrière la ligne jaune, elle va se retirer, cette armée israélienne, cette ligne jaune qui a été dessinée par la Maison-Blanche et elle contrôlera ainsi 50% environ de l'enclave. Deuxième volet de cet accord, il concerne les otages. Le Hamas en détient actuellement 47 personnes à Gaza parmi les 251 personnes qui ont été enlevés le 7 octobre 2023, ainsi que la dépouille d'un soldat qui a été tué en 2014. Le Hamas doit libérer en une fois les 20 personnes qui sont encore jugées en vie. Et en échange, Israël va libérer 250 prisonniers palestiniens qui ont été condamnés à perpétuité et 1700 Palestiniens qui ont été incarcérés depuis le début de la guerre, mais qui n'ont pas participé au 7 octobre. Israël va aussi rendre les corps de 15 corps de Gazaouis pour chaque dépouille d'otages israéliens rendus. Et enfin, il y a un volet humanitaire dans l'enclave de Gaza. Pendant les 5 premiers jours qui vont suivre le cessez-le-feu, il y a 400 camions d'aide humanitaire qui devraient pouvoir rentrer quotidiennement, un nombre qui devrait progresser au fil des jours. Ilan Shalom, on l'a appris, Marwan Barghouti ne devrait finalement pas figurer parmi les quelques 2000 détenus palestiniens libérés lors de cette première phase de l'accord. Israël ne souhaite pas ouvrir de perspectives politiques avec ce détenu depuis 23 ans, particulièrement populaire auprès des Palestiniens, au point que certains l'ont même comparé à Nelson Mandela. Je pense qu'il est important pour vos téléspectateurs de comprendre qui est Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, c'était le chef du Tanzim, une branche armée du Fatah, qui est responsable de multiples attentats en Israël. Il a été condamné à 5 peines de prison à vie. Pour les Israéliens, c'est un terroriste. Pour les Palestiniens, c'est une figure de la cause palestinienne et de l'unité nationale. Même si c'est opposé à ce qu'on s'en prenne aux civils. Tout à fait. Mais j'en viens à votre question concernant le fait qu'il ne fasse pas partie de la liste. Le Hamas n'a aucun intérêt à voir Marwan Barghouti sortir des geôles israéliennes. C'est la personnalité qui pourrait unifier à la fois le Fatah et ceux qui sont opposés au Hamas. Il n'est pas impossible que dans un accord prochain, dans un moment où on discutera de la gouvernance à venir de Gaza, mais aussi de la question palestinienne, il soit associé, en tout cas, à ces initiatives. Est-ce que cela ne montre pas tout de même les limites, finalement, de cet accord, puisqu'on le voit bien, au-delà de la libération des otages, on voit mal comment se dérouleront des négociations par la suite. Pourquoi le Hamas accepterait de se saborder? Pourquoi Israël se sentirait tenu à la moindre concession aux Palestiniens en termes de souveraineté? C'est là que la pression, en réalité, et des Américains d'une part, et de l'Égypte, du Qatar et de la Turquie de l'autre, joue. On a tout intérêt aujourd'hui à établir un cadre de confiance. Le plus compliqué, c'est de sortir de la guerre. Là, on a trouvé un échappatoire, une possibilité avec les Américains. La région l'a saisie. Maintenant, tout l'objectif, c'est de sortir de cette dimension otage contre cessez-le-feu pour aller plus loin. Mais effectivement, vous avez raison, la route est encore semée d'embûches. Alors l'urgence, très rapidement, ça va être aussi de venir en aide, bien sûr, aux habitants de Gaza, meurtris par la famine et entassés dans des conditions souvent insalubres, dans des campements de fortune, au milieu des gravats. Sophie Samaï. Du nord au sud de la bande de Gaza, des bâtiments en ruine à perte de vue. Selon les dernières estimations de l'ONU basées sur ces images satellites, 78% des bâtiments ont été endommagés et plus de la moitié complètement détruits dans l'enclave. Résultat, 1 900 000 habitants, soit environ 90% de la population, est aujourd'hui déplacée à l'intérieur de la bande de Gaza, comme en témoignent ces images du camp de Rafah prises respectivement en novembre 2023 et en janvier 2024. Tous
vivent désormais dans des tentes de fortune sans eau courante ni installation sanitaire adéquate, alors que la famine s'est installée sur le territoire. Une situation aggravée par la destruction des terres agricoles selon l'OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Seul 1,5% des espaces agricoles étaient encore intacts et cultivables fin juillet. La famine qui s'ajoute à une situation humanitaire déjà dramatique. L'enclave qui comptait 2 100 000 habitants au début du conflit a vu au moins 67 000 d'entre eux mourir depuis, dont plus de 18 000 enfants. Leur situation est particulièrement alarmante, puisque selon l'UNRWA, l'enclave compte le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde et qu'en moyenne, un enfant serait tué chaque heure depuis 2 ans. Et à l'annonce de ce cessez-le-feu, comment vit-on les choses à Gaza, Rami Aboujamous? On peut dire que la population de Palestinienne de Gaza aujourd'hui, ils sont dans la grande joie, surtout après que l'armée d'occupation, ils ont annoncé l'ouverture de points de passage de la route côtière de Al-Rachid, de Salah ad-Din. Des dizaines de milliers, ils ont pris la route pour rentrer chez eux. Et, pareil au centre des villes de Gaza où c'était des endroits ou des quartiers qui étaient des lignes rouges ou bien des quartiers rouges où il y avait l'armée d'occupation. Maintenant, les habitants, ils ont pu aller retourner chez eux. Malheureusement, le retour, c'est pas la grande joie aussi parce que il y a un tremblement de terre qui est passé, une destruction de jamais vue dans les quartiers au sein de la ville de Gaza. C'est la même chose aussi au sud pour la ville de Khan Younes où les habitants ils sont rentrés chez eux dans certains quartiers qui étaient occupés par l'armée israélienne. Malheureusement, le retour, c'est la destruction totale. C'est aussi des morts qui sont enterrés sous les décombres et qui sont dans la rue et qui étaient tués dans la rue. Donc la population est rentrée avec cette joie qui a cessé le feu, mais ce n'est pas une joie complète parce qu'il y a toujours cette tristesse de trouver sa maison détruite ou bien des proches qui sont morts. Ilan Shalom, reconstruire la bande de Gaza détruite aux 2/3 avec ses 2,5 millions d'habitants, ce qui en faisait déjà la zone de peuplement la plus densément peuplée au monde, ça vous semble possible ça ? D'abord, comme l'a très bien dit le journaliste à l'écran, on est aujourd'hui dans un territoire qui est complètement détruit. On a plus de 50% des bâtiments, des infrastructures vitales, de l'eau, l'électricité qui manquent. Donc d'abord, il faut rendre la vie possible. Mais la vraie question, c'est qui va assurer cette reconstruction et dans quel cadre. On est aujourd'hui dans un moment où il apparaît une idée de reconstruction par l'économie et une reconstruction avec des acteurs régionaux, si on met les États-Unis de côté, mais qui ont un rôle important. Ça ressemble beaucoup aux accords d'Abraham. Ça ressemble beaucoup aux accords d'Abraham et on est dans un moment où on assiste un petit peu à une deuxième version des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham avaient été pensés sans les Palestiniens. Là, on met en pratique, on met en lumière une relation entre des États qui se connaissent déjà, qui ont travaillé depuis 5 ans ensemble, les Émirats arabes unis, l'Égypte, Israël, pour reconstruire la bande de Gaza par l'économie et par la coopération régionale. Mais il faut pour ça un cadre international qui soit clair, une gouvernance qui soit transparente, parce qu'on ne peut pas mettre en place ces projets trop rapidement, et les Israéliens risqueraient d'envisager que ces fonds soient utilisés par le Hamas et par un retour du Hamas. Donc il y a toute cette dimension-là qui se joue aujourd'hui, mais l'idée c'est de passer, j'allais dire, d'un accord de fin de guerre à une normalisation vécue sur le terrain. Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner a un plan ? Ça, c'est très intéressant parce que Jared Kushner, on le revoit apparaître sur l'image depuis quelques jours maintenant, avec ses limites. Il apporte une certaine confiance, un projet qui a déjà fonctionné, puisque les accords d'Abraham n'ont pas été dénoncés pendant 2 ans. En même temps, il a les avantages de ses inconvénients. Jared Kushner, c'est la diplomatie transactionnelle, c'est une ignorance certaine des dynamiques locales qu'on ne peut pas laisser de côté, les blessures aussi sociales qu'on ne peut pas oublier. Donc toute cette dimension-là doit être aussi intégrée dans, moi, ce que j'appelle en tout cas ces accords d'Abraham 2.0. En tout cas, même s'il n'est pas lauréat, Donald Trump revendiquait, lui, haut et fort, le prix Nobel de la paix ces derniers temps. Écoutez. Nous avons réglé 7 guerres, nous sommes sur le point d'en régler une 8e, et je pense que nous finirons par régler la situation russe qui est horrible. Je ne pense donc pas que quiconque dans l'histoire ait réglé autant de problèmes, mais peut-être trouveront-ils une raison de ne pas me le donner.
Ilan Sialom, il avait même fini par convaincre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qu'il était légitime pour le prix Nobel de la paix, Donald Trump. Franchement, lui seul pouvait obtenir ce cessez-le-feu à Gaza? Alors, l'influence de Donald Trump, elle est indéniable depuis plusieurs semaines maintenant, avec une accélération au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça ne vous a pas échappé, ce plan en 20 points est apparu juste après. On pourrait même se demander s'il n'y a pas un lien avec l'intervention d'Emmanuel Macron pour la reconnaissance d'un État palestinien. Les initiatives franco-saoudiennes et ce plan Trump sont très très similaires. La seule différence, c'est que le plan Trump ne parle pas d'un État palestinien pour le moment, alors que l'initiative franco-saoudienne le fait. Donc, son influence est indéniable. Et sa force, c'est sa capacité à être un deal maker. Cette capacité à parler à tout le monde. Il a parlé, vous l'avez dit, aux Égyptiens, il a parlé au Qatar, il a parlé aux Émirats arabes unis, il parle aux Israéliens. Donc il y a une confiance qui se met en place. Et il parle le langage de chacun. Pour certains, c'est le développement. Pour d'autres, c'est la sécurité. Pour lui, c'est la reconnaissance politique. Le prix Nobel de la paix, ça sera peut-être pour une autre fois. Mais en tout cas, il a cette capacité à mettre tout le monde d'accord autour de la table. Et aujourd'hui, cet accord, c'est en partie grâce à lui. Au-delà de cette capacité à parler à tout le monde, quelle a été sa force? S'imposer à Benyamin Netanyahou, convaincre le Qatar aussi de faire pression sur le Hamas, malgré l'attaque israélienne du 9 septembre contre Doha? Alors, ça ne vous a pas échappé à la Maison-Blanche, lorsque le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a rencontré Donald Trump il y a quelques jours. Il y a eu d'abord toute cette mise en scène autour d'un appel d'excuses à l'émir Al Thani du Qatar, donc pour essuyer l'affront d'avoir attaqué le territoire qatari souverain. Il faut, pour avancer aujourd'hui au niveau de cette question de Gaza, une sacrée pression sur Benyamin Netanyahou, ce que les administrations précédentes n'étaient pas capables de faire. Ni Biden, ni Barack Obama. Trump est en mesure de le faire parce qu'il est perçu comme un véritable ami d'Israël, qui est capable de le soutenir, mais qui est aussi capable de le pousser en avant. Pour l'Iran, il a été présent. Maintenant qu'il a été présent pour l'Iran, il se sent aussi en capacité de dire à Netanyahou, maintenant ça suffit, il faut avancer. S'il est une raison au cessez-le-feu côté israélien, il faut peut-être la trouver, outre la libération des otages, dans l'état de l'économie, après 2 ans de guerre et l'isolement du pays sur la scène internationale. Des guerres sur plusieurs fronts qui isolent un peu plus Israël sur la scène internationale. Pourtant, l'économie du pays semble résiliente. Investisseurs du monde entier, rejoignez-nous dès maintenant car nous sommes sur le point de décoller. Au lendemain du 7 octobre, le principal indice boursier israélien s'est effondré de quelques 23%. 2 ans plus tard, il atteint un niveau record, en hausse de plus de 200%. Après une année 2024 anémique, l'OCDE prévoit désormais une croissance du PIB israélien de 3,3% cette année et de 4,9% pour 2026, soit des taux parmi les plus élevés au monde. Mais ces guerres, en particulier à Gaza, coûtent cher. En août, le conflit sur plusieurs fronts a coûté près de 89 milliards de dollars. La prise du contrôle de la ville de Gaza est estimée à près de 30 milliards de dollars. Mais le coût le plus élevé pourrait être la perte de prestige d'Israël sur la scène internationale, avec ce qui est de plus en plus reconnu comme un génocide en cours à Gaza. Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, s'est désinvesti de plusieurs entreprises israéliennes, invoquant des normes éthiques. Pendant ce temps, l'Europe, principal partenaire commercial d'Israël, menace d'augmenter les droits de douane sur les produits israéliens. Nous regrettons de devoir prendre ces mesures, mais nous estimons qu'elles sont appropriées et proportionnées au vu de la crise humanitaire à Gaza. De récents sondages montrent un changement radical dans l'opinion publique américaine. Une majorité d'électeurs est désormais opposée à l'envoi d'une aide militaire ou économique supplémentaire à Israël. Ilan Sialom, il était temps pour Israël que cette guerre cesse. Alors c'est tout le paradoxe du moment. Israël est militairement fort. Stratégiquement, il est dans une situation qui n'a pas d'équivalent dans son histoire, mais en même temps, cette guerre qui dure, Israël n'y est pas habitué. C'est la guerre qui a été la plus longue dans son histoire, avec les conséquences économiques qui ont été évoquées. Donc, dans ce cadre-là, en réalité, le plan américain vient comme une respiration et une nécessité. Une respiration parce que ça permet de relancer l'économie israélienne et de ramener les réservistes israéliens à la maison. Une nécessité parce que, comme ça a été dit, l'isolement diplomatique d'Israël est un véritable enjeu. Le pays dépend à très grande majorité de ses relations avec l'État et dans sa capacité à vendre de la high-tech, mais pas que, aux pays voisins et à l'international. Pourtant, jamais Israël n'a semblé aussi dominateur dans son environnement proche. L'axe chiite a été
quasiment anéanti, en dehors de l'Iran bien sûr, au point même que la Syrie aujourd'hui tend la main à Israël. Tout à fait, c'est le paradoxe de la situation. C'est-à-dire qu'on a un État qui, après le 7 octobre, devait reconstruire sa capacité à la fois à dissuader, puisqu'il y a eu un véritable choc le 7 octobre, et en même temps une volonté aujourd'hui de retrouver, j'allais dire, une situation normale. Et la situation normale d'Israël, c'est d'être capable d'innover, d'être capable d'être dans la recherche, d'être capable de conquérir des marchés extérieurs, ce qui a été grandement diminué avec le 7 octobre et avec toute cette politique qu'on a pu trouver, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'acteurs de la société civile, mais pas que, sur les génocides, sur les accusations de génocide. Oui, justement, ces accusations de génocide concourent aujourd'hui à un isolement, vous l'avez dit, d'Israël sur la scène internationale et auprès des puissances de la région. Cette guerre, est-ce qu'elle va laisser des traces ou bien d'après vous, est-ce que les intérêts bien compris des uns et des autres, à commencer par ceux de l'Arabie Saoudite, vont reprendre le dessus? Alors, je dissocierais véritablement les sociétés civiles, arabes, musulmanes, et aussi, d'une certaine manière, la société occidentale, des intérêts des États. La réelle politique va reprendre ses droits. Il y a un besoin aujourd'hui des compétences d'Israël, dans l'innovation, dans la technologie, les technologies de sécurité, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Il y a un besoin, il y a une demande de la part des pays du Golfe, et ça depuis de nombreuses années. Donc la réelle politique va reprendre ses droits. À côté de ça, on a vu des mouvements dans la société civile, des organisations qui ont investi massivement des campagnes autour de l'accusation de génocide. Ça va rester. Ce qu'il y a en réalité derrière, c'est qu'on est dans une idée de ne pas abandonner la question palestinienne, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut absolument l'adresser, parce que si elle n'est pas adressée, elle se radicalise, et si elle se radicalise, elle n'est pas uniquement radicalisée sur le terrain, mais aussi tout autour, dans les pays alentours et dans les sociétés occidentales. Et oui, cette épineuse question d'un État palestinien, les négociations sont au point mort depuis plus de 20 ans. Retour au mémorandum de Sharm el-Sheikh, c'était en 1999 en Égypte. Il est 23h18 heure de Paris. Yasser Arafat et Ehud Barak signent l'accord de Sharm el-Sheikh en Égypte qui ouvre la voie à des négociations sur un règlement de paix final israélo-palestinien. La poignée de main entre les deux hommes sera longue et très chaleureuse. Puis c'est au tour des témoins d'apposer leur signature. Madeleine Albright, la secrétaire d'État américain, le président égyptien Hosni Moubarak et le prince Abdallah de Jordanie. Le Premier ministre israélien a souhaité une coopération plus étroite avec Yasser Arafat pour mettre fin aux violences. Il a également appelé le président syrien Hafez el-Assad à trouver un moyen approprié pour reprendre les négociations. Yasser Arafat, lui, s'est félicité qu'un accord intervienne enfin. Il a rendu un hommage appuyé au président égyptien Hosni Moubarak. L'accord prévoit le retrait par l'État hébreu de 11% de la Cisjordanie. À Wye River, il était question de 13%. Les Palestiniens ont eu en revanche gain de cause sur la création d'une route reliant les territoires autonomes. Sharm el-Sheikh ouvre la voie à la construction d'un port dans la bande de Gaza, ce qui devrait permettre aux Palestiniens d'établir des liens commerciaux plus étroits. Au terme de l'accord, 350 prisonniers politiques palestiniens devraient être libérés. Yasser Arafat en avait réclamé 400. L'État hébreu refuse toujours de relâcher les membres du Hamas. Les négociateurs vont s'attaquer maintenant à d'autres questions plus épineuses comme le sort de Jérusalem. La date butoir pour la conclusion d'un traité définitif est fixée à septembre 2000. Et juste après ces images que l'on vient de voir, Ilan Shalom, il y eut Camp David II et les concessions les plus larges jamais faites par un gouvernement israélien afin de permettre la création d'un État palestinien. Yasser Arafat avait fini par refuser. Puis Ariel Sharon s'était rendu sur le mur, sur l'esplanade des mosquées, déclenchant la seconde intifada. On est passé à côté d'une opportunité historique. On est passé à côté d'une opportunité historique, probablement. Et depuis cette date-là, on n'a pas eu d'initiative solide qui soit reprise par les acteurs en question. Maintenant, si la question en creux qui est posée, c'est celle de savoir si on se dirige vers une paix, si une paix est possible, je pense qu'il ne faut pas laisser de côté le traumatisme national qui a été le 7 octobre, des familles qui ont été décimées, une attente pendant 2 ans. Il va falloir beaucoup de temps pour penser ces plaies. Côté de Gaza, la même chose, des quartiers qui ont été rasés, des familles décimées, une génération entière sans repère. Donc, il va falloir du temps. Il y a un travail qui va devoir être fait à l'intérieur des sociétés sur la capacité à accepter l'autre, à l'entendre.
Y a-t-il une véritable volonté politique aujourd'hui? Ce n'est pas cet accord de confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va y répondre. On va voir dans les prochaines semaines, mois, comment ça se met en place. Mais il y a tout un travail dans les sociétés, et l'éducation, en l'occurrence, côté palestinien, côté israélien, est un très bon indicateur pour savoir si les sociétés sont prêtes à, si ce n'est pas vivre ensemble, vivre l'une à côté de l'autre en sécurité. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, Israël, la population israélienne, dans sa grande majorité, n'est pas prête à envisager la perspective d'un État palestinien à ses portes, à l'image de sa classe politique, y compris au centre et même à gauche? Il y a toute une dimension dans la société civile israélienne aujourd'hui qui est prête à construire des ponts, soit des ponts économiques, soit des ponts sur l'environnement, sur des sujets qui sont, je ne vais pas dire connexes, c'est des sujets importants, mais ça commence comme ça. Être capable d'être d'accord pour ne pas être d'accord et se retrouver sur des sujets sur lesquels on peut discuter. Sur les questions qui sont beaucoup plus, j'allais dire, inflammables. La souveraineté palestinienne, la création d'un État. On l'a vu avec le président Macron, à quel point ça a soulevé non pas uniquement la droite ou l'extrême droite israélienne, y compris du côté de la gauche. L'idée d'un État palestinien n'est pas acquise. Donc, et c'est peut-être la force d'ailleurs du plan Trump qui met cette question de l'État palestinien comme étant la fin du processus. Et aujourd'hui, il est très tôt, trop tôt, pour envisager cette idée dans la société israélienne. Mais rendue peut-être immédiate, en tout cas urgente, par les morts côté palestinien. Il y aura probablement une normalisation. Quelle forme politique elle prendra, quelle configuration politique elle prendra, je ne suis pas prophète, et surtout dans cette région du monde, il faut éviter les prophéties parce qu'elles se réalisent quasiment jamais. Merci beaucoup Ilan Shalom d'avoir été avec nous pour ce numéro du Monde dans tous ses états. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition et d'ici là sur notre site internet france24.com.